Donc, mes chers collègues, j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue à notre ancien collègue Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le ministre d'État, vous avez un parcours politique que nul n'ignore ici, ayant exercé différentes fonctions ministérielles à la recherche et l'industrie, à la défense ou à l'intérieur. Hormis les périodes au cours desquelles vous étiez membre du gouvernement, vous avez siégé de 1973 à 2007 à l'Assemblée nationale, avant de devenir sénateur en 2008. Après avoir quitté le bureau exécutif du Parti socialiste en 1993, vous avez fondé et présidé le mouvement républicain et citoyen de 2002 à 2010, date à laquelle vous en êtes devenu le président d'honneur. Si la Commission a souhaité vous entendre aujourd'hui, c'est comme ancien ministre de l'Éducation nationale entre 1984 et 1986. Vous êtes un homme de conviction et vous l'avez manifesté rue de Grenelle en marquant votre attachement à une école républicaine, mettant en avant la transmission des connaissances et l'effort des élèves. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet du Sénat. Je ne vous apprendrai pas que le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite, Monsieur le ministre, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une quinzaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. D'abord, merci de m'auditionner. Comme vous l'avez rappelé à juste titre, les fonctions que j'ai exercées en tant que ministre de l'Éducation nationale sont relativement anciennes. Il y a 30 ans de cela. Je veux dire que je n'ai pas cessé de m'intéresser au sujet, mais bien entendu, j'ai perdu le contact avec le terrain. Les choses ont quand même beaucoup changé en l'espace de 30 ans, ne serait-ce que le niveau en français et en grammaire, en orthographe, tel qu'il ressort des enquêtes diligentées par le ministère lui-même, puisqu'on procède à des dictées portant sur le même texte à intervalles périodiques. Donc on peut mesurer qu'au moins sur ce plan, je ne dis pas sur d'autres, il n'y a pas eu une amélioration du niveau. C'est une litote. Si vous avez demandé à m'entendre, je pense que c'est aussi parce que j'ai une approche de l'éducation nationale qui est plutôt classique et que je voudrais redéfinir en quelques mots. D'abord, je considère que l'école doit être organisée autour de la transmission. Transmission des connaissances et transmission des valeurs, y compris naturellement les valeurs du civisme. L'école a pour but de former le citoyen. Je dis l'école publique, l'école française, ce qui fait sa spécificité, c'est le lien intime qu'elle a avec la République. De Condorcet jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a un fil continu, et quand on s'écarte de cette idée, l'école ne va pas bien. Nous avons bien évidemment un défi à relever, que les attentats du mois de janvier ont encore rappelé à notre attention. C'est celui de l'intégration de nouvelles générations de citoyens issus des pays qui bordent la Méditerranée. C'est un défi considérable, mais on ne peut y répondre que si naturellement on revient aux sources de l'école. L'école est liée à la nation, elle est liée à la République,
et elle doit concourir à faire aimer la France. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, ou alors je peux développer cela très simplement à travers sa littérature. On a malheureusement cessé d'enseigner les grandes œuvres, et les conséquences de cet abandon sont considérables. De même que l'enseignement de l'histoire a perdu le lien qu'il avait avec l'éducation du citoyen. Le récit national est, on peut le dire, brisé depuis la Première Guerre mondiale, et il n'y a plus d'explicitation claire des défis que la France a dû relever durant le dernier siècle, sur des bases naturellement objectives, mais qui ne seraient pas je dirais, qui ne concourraient pas à une version masochiste de notre histoire. Je ne vais pas développer ces deux points sur lesquels je pourrais revenir. J'insiste sur le fait que le récit national ne peut pas être pénitentiel. Il faut montrer qu'au XXe siècle, la France a été à l'avant-garde des démocraties dans une guerre de 30 ans, même si 1940 a été évidemment un effondrement considérable. Mais il faut arriver à l'intégrer comme, je dirais, ceux qui ont fait les programmes de l'école au début de la Troisième République ont su intégrer la coupure qui existait entre l'Ancien Régime et puis les régimes qui ont suivi la Révolution. Je dirais qu'il y a eu une capacité, Michelet doit être mis à l'honneur, mais il y a eu une capacité à reprendre l'histoire de la France comme un tout que nous devons également affronter. J'ai évoqué les problèmes de la transmission. Naturellement, l'école de la République, c'est aussi l'école de la nation. Il faut aussi situer la perspective européenne d'une manière compatible avec le fait que la nation continue son histoire et que l'Europe doit par conséquent se construire dans le prolongement de la nation et non pas en substitut à elle. Nous devons aussi expliquer la laïcité de manière positive. La laïcité n'est pas tournée contre les religions. Je renvoie souvent à la lettre de Jules Ferry aux instituteurs, qui, à mon avis, reste pleinement actuelle. La laïcité, c'est aussi une croyance, c'est la croyance en la capacité de tous les hommes, quelle que soit leur origine, leur philosophie, leur religion, à s'entendre dans un espace commun, délivré des dogmes, qui est l'espace de la raison naturelle. Et je dis cela, ça ne concerne pas particulièrement l'islam, qui est une religion qui fait abondamment appel à l'exercice de la raison naturelle. Jacques Berck a rappelé que 44 fois dans le Coran, le prophète y fait allusion et recommande d'aller chercher le savoir jusqu'en Chine, c'est-à-dire à l'époque jusqu'au bout du monde. Donc, à mon sens, le problème de la laïcité n'est pas du tout entamé par les ratés de l'intégration, dont il ne faut pas chercher l'origine dans la République. Ce n'est pas un raté de la République, c'est faute de République que ces ratés se produisent. Alors, je voudrais peut-être, au point où j'en suis, souligner que l'école est trop souvent en première ligne, on la rend responsable de tout ce qui ne va pas dans la société. Or, l'école n'est pas responsable du chômage, par exemple. Elle n'est pas responsable des inégalités sociales. Donc, il faut demander à l'école ce qu'elle peut faire et non pas lui fixer des objectifs inaccessibles, ce qui, évidemment, serait démoralisant et est souvent démoralisant pour les maîtres ou pour ceux qui n'ont pas fait une analyse précise de ce qu'on peut demander à l'école. Donc, je crois que ceci devrait nous inviter à exercer notre esprit critique, par exemple sur les statistiques PISA, qui mesurent des niveaux de compétences et pas des niveaux de savoir.
ou bien sur les comparaisons qu'on fait avec le système allemand dont on vante toujours les mérites. Mais quand on va en Allemagne, on s'aperçoit que les Allemands sont très critiques sur leur système et se plaignent de ce qu'ils appellent une Bildungskleinstaaterei, c'est-à-dire, j'essaie de traduire de l'allemand, une sorte de règne des petits États dans le domaine de la formation. Enfin, c'est toujours difficile de traduire exactement de l'allemand en français. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, l'éducation est de la compétence des Länder en Allemagne. Il y a 16 Länder. Et évidemment, ça produit beaucoup de différences d'un land à l'autre, et ça complique la vie des Allemands. Donc, n'idéalisons pas des modèles que nous ne connaissons pas bien, étudions-les de très près pour voir ce qu'il est possible de faire. Alors, c'est devenu un pont aux ânes que de dire que l'effort doit être porté le plus possible en amont. Mais je crois que c'est vrai. C'est vrai, on doit s'intéresser aux élèves en difficulté dès leur plus jeune âge, au niveau de la maternelle et du cours préparatoire. Déjà au niveau du cours préparatoire, on s'aperçoit que 1 sur 4 est en difficulté. Donc c'est que le problème est là. Et ce n'est pas en reculant toujours l'échéance de la mise à niveau qu'on va combler des écarts qui se creusent très tôt. La théorie du spiralaire, qui est très en vogue chez les pédagogistes, fait que on ne demande pas à un élève de redoubler, puisqu'on lui dit toujours la même chose, à un cours préparatoire, au cours élémentaire, au cours moyen, en 6e, mais s'il apprend vraiment à lire ou à comprendre le sens d'un mot à l'âge de 11, 12 ou 13 ans, évidemment, il aura pris du retard par rapport à ses petits camarades. Hein. C'est l'évidence même. Donc, il faut aborder ces questions d'éducation avec beaucoup de bon sens. Beaucoup de bon sens et se méfier des placebos qu'on veut trop souvent nous vendre et qui consistent à nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Par exemple, la pédagogie. Moi, je ne conteste pas du tout la nécessité de la pédagogie. Mes parents étaient instituteurs, je sais ce que c'est que le rapport du maître à l'élève. Je me souviens de mes maîtres, je leur garde une grande reconnaissance. Hein, et c'était le professeur du lycée Victor Hugo, que Jacques Gros-Perrin doit connaître. Vous avez fait Saint-Jean ? Saint-Joseph. Saint-Joseph. Donc vous connaissez au moins de réputation le lycée Victor Hugo. Hein. Donc moi j'ai gardé beaucoup d'affection et beaucoup de reconnaissance à l'égard de plusieurs de mes professeurs. Et je sais que, bon, j'étais plutôt un bon élève, mais à plus forte raison quand on n'est pas un bon élève, quand un professeur s'intéresse à vous, il crée un rapport avec l'élève qui est absolument essentiel pour que l'élève prenne confiance en lui et se hisse au niveau. Donc, première idée, enfin j'en ai déjà développé beaucoup, mais au niveau pratique, il faut évidemment concentrer tous les efforts sur l'école. C'est tout à fait essentiel. Le collège, je crois que ce qui est dit sur la remise en cause du collège unique correspond à une nécessité. On ne peut pas traiter de la même manière tous les enfants de 10 à 16 ans. Alors qu'ils ont naturellement des goûts et des capacités différents. Il faut s'appuyer sur ce qui marche. Quelques mots sur l'écrit, qui me paraît d'autant plus être relativisé que se développe la manie des photocopies, souvent même très tôt, ou alors le numérique est considéré comme un remède à l'ignorance, mais pour dominer les problèmes du numérique, il faut avoir déjà des cadres de compréhension qui ne peuvent être obtenus que par la méthode classique, c'est-à-dire les apprentissages de base, bien entendu, hein, écrire, lire, compter, et puis la connaissance, je dirais, des textes, le fait que on ne considère pas que tout peut être résolu par le numérique, même si naturellement celui-ci peut apporter beaucoup. Mais il peut apporter beaucoup dès lors que les prérequis sont réunis. Je voudrais peut-être terminer sur l'université. Je pense que
il faut savoir se fixer de grands objectifs. L'éducation nationale est une institution de la République. Alors, tout cela est développé dans un livre que j'ai commis avec mon prédécesseur, cette tribune, et mon successeur au ministère de l'Éducation nationale, Luc Châtel. Nous avons publié un petit livre que je dois avoir sous la main, dont j'ai oublié le titre, mais qui peut vous aider à voir les convergences et les divergences. C'est pas ça. Le voilà. Ça s'appelle Le monde qu'on leur prépare. C'est paru chez Plomb il y a 2 ans, me semble-t-il, en 2012. Ou en 2000. Oui, 2012. 2011, peut-être 2011. Donc je conclus. Je conclus sur un point qui me paraît. Alors, j'ai abordé l'université, il faut se donner de grands objectifs. Par exemple, le nombre de jeunes formés au niveau de la licence. Nous pourrions l'accroître considérablement. Mais ça voudrait dire aussi une réorientation des jeunes après le baccalauréat pour qu'on ne les envoie pas sur des voies de garage. J'aurais aimé vous parler des relations entre éducation et économie et sur de la nécessité de refonder un nouveau partenariat. Et je veux conclure sur ce qui me paraît le point essentiel, qui est la formation des enseignants. Je pense que tout passe par là. Hannah Arendt disait on enseigne bien que cela à quoi on croit. Donc la formation disciplinaire peut rester le fait des universités, c'est très bien, elles savent faire cela. Mais il y a nécessité d'instituts de formation pour ce qui est de la didactique des disciplines, de la compréhension de ce qu'est l'histoire de l'école de la République, de sa place dans notre société, dans notre pays, dans notre nation, car elle est originale. Et il faut que, naturellement, il y ait une vision générale de ce que peuvent être les politiques éducatives dans les différents pays, de ce qui fait leur spécificité irréductible, de ce qui fonde la spécificité de l'école française. Et naturellement, je conclurai par là où j'ai commencé, la littérature, les grandes œuvres, l'histoire de la France, à nouveau comprise et donnant aux jeunes l'envie de continuer à faire France, l'envie de continuer l'histoire de la République, l'idée que cette école est une espèce de rampe de lancement pour ces générations de jeunes qui sont devant nous. Et disons que notre pays est habitué, je dirais, au court-termisme qui résulte à la fois des technologies et de la communication. Notre pays ne semble plus capable d'inscrire son avenir dans la longue durée. Or, là, l'école peut y contribuer puissamment, à condition d'être portée par l'effort de tous. J'aimerais encore dire un mot sur l'effort, peut-être ce sera ma conclusion définitive. Est-ce que vous savez qu'en 1964, il y avait 1080 heures dans l'année? Nous sommes tombés à 864, moins 216. L'horaire hebdomadaire était de 30 heures. Il est aujourd'hui de 24 heures. Ça veut dire que sur un parcours scolaire, nous avons perdu une année. Et quand vous allez en Asie, je ne propose pas un modèle japonais ou coréen, vous voyez l'effort qui est demandé, ou chinois, l'effort qui est demandé aux élèves, ça n'a vraiment pas de comparaison avec l'effort qui est demandé en France, où trop souvent on cherche à s'aligner sur les modèles anglo-saxons. Et c'est à mon avis une erreur. Le modèle anglo-saxon, le modèle de l'éducation libérale, est adapté à ce que sont ces pays, à leur histoire, à leur façon d'être, mais ce n'est pas le modèle de l'école française. Et j'inciterai plutôt à faire appel davantage à l'effort plutôt qu'à, comment dirais-je, à des plages qu'on appellera d'initiatives. J'aimerais que naturellement les initiatives soient prises. Merci.